abonnés de la plateforme Parlons Sciences, chers téléspectateurs de la SSTV. Ravi de vous retrouver dans cette émission Parlons Sciences. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Dr Cheikh Ibrahima Youm comme invité. Dr Cheikh Ibrahima Youm est enseignant-chercheur à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, au département de géologie de la Faculté des sciences et techniques. Dr Cheikh Ibrahima Youm est expert géologue. Alors, merci beaucoup vraiment, docteur, d'avoir accepté l'invitation. Je vous en prie, M. Diop. Alors, aujourd'hui, chers abonnés, nous allons parler du géotourisme, un domaine peut-être nouveau, hein, c'est certain, mais je pense son importance sera aujourd'hui clarifiée aussi au vu de tout le monde par notre cher expert, docteur Cheikh Ibrahima Youm. Alors, on va aussi parler des ressources minières. Au Sénégal, on parle beaucoup de ressources minières. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, nous avons un chercheur qui travaille également sur ces questions-là en tant qu'enseignant-chercheur à l'université. Nous parlerons également de la géologie de manière globale. Alors, docteur, tout d'abord, est-ce que vous pouvez vraiment nous parler de c'est quoi le géotourisme et quels sont les concepts qui sont associés à cette notion de géotourisme? D'accord. Merci beaucoup, M. Diop, pour l'invitation à cette émission. Merci et bonjour à tous les téléspectateurs de la SSTV ainsi que de la plateforme Parlons Sciences. Donc moi, c'est Cheikh Ibrahima Youm, docteur Cheikh Ibrahima Youm, d'accord, spécialiste en sédimentologie, géologie pétrolière et géopatrimoine du département de géologie de la Faculté des sciences de l'Université Cheikh Anta Diop. Donc effectivement, comme vous venez de le dire, il y a des concepts nouveaux dans le domaine de la science, surtout les sciences géologiques, parmi lesquels il y a le géotourisme. Mais le géotourisme s'inscrit dans un cadre global. Pour le comprendre, il faut commencer d'abord par la géologie et les concepts qui sont développés actuellement un peu partout dans le monde. Parmi ces concepts, il y a le concept de géodiversité. C'est quoi la géodiversité? C'est l'ensemble des éléments géologiques et processus géologiques qui permettent effectivement de mettre en place des roches ou tout simplement des roches qui sont sur place, qu'on peut observer, qu'on peut contempler, qu'on peut étudier. Et ces roches-là peuvent avoir une importance capitale un peu partout. C'est ça la géodiversité. C'est un peu l'équivalent de la biodiversité, en fait, de la biodiversité, quoi. Ok, absolument. Maintenant, c'est quoi le géopatrimoine? Le géopatrimoine, c'est une partie de cette géodiversité qui a un intérêt. Cet intérêt-là peut être un intérêt économique, social, pédagogique, administratif, en tout cas un intérêt qui implique un peu plus ou moins la population de cette localité un peu partout. Maintenant, c'est quoi le géotourisme? Le géotourisme, maintenant, c'est l'utilisation de ces sites d'intérêt, ce qu'on appelle les géosites, pour la promotion du tourisme afin de participer au développement durable d'une localité. Donc, on va venir plus en détail tout à l'heure dans les éléments qui nous constituent. Merci beaucoup, docteur. Mais avant de poursuivre un peu l'émission, il y a aussi parfois, j'entends des concepts comme géoparc. Voilà, c'est quoi la relation? Voilà, effectivement. Parce que tout commence d'abord, parce que c'est une science, si vous voulez aboutir à un géoparc. Il faut toujours commencer d'abord par le recensement de ce que vous avez, par le recensement des sites géologiques que vous avez. D'accord? Après ce recensement, maintenant, il faut les évaluer, voir quels sont les sites qui sont intéressants pour une valorisation. C'est à partir de ce moment que vous passez à ce qu'on appelle la géovalorisation, c'est-à-dire mettre les éléments nécessaires tels que des infrastructures, en tout cas de l'aménagement, pour que ces sites-là puissent être accessibles et que ces sites-là puissent être utilisés. Maintenant, quand tu as un ensemble de géosites, d'accord, valorisables et qui peuvent jouer un rôle économique, par exemple dans le cadre de la recherche, dans le cadre du tourisme, etc., c'est à partir de ce moment que tu peux créer un géoparc. Et d'ailleurs, dans le mot géoparc, il y a parc à l'intérieur. C'est comme un parc géologique, même si ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, si vous avez un parc d'accord, vous avez des animaux qui sont là que vous pouvez visiter. Les géoparcs aussi, c'est pareil. Vous avez des circuits, vous avez des sites à visiter, vous avez des activités à mener. Donc, tout ça fait partie effectivement de ce qui attire les visiteurs et cela permet effectivement de gagner des sous pour le développement durable. Merci beaucoup. Et dans le cadre de vos travaux de recherche, vous avez beaucoup travaillé sur cette notion de géotourisme. Est-ce que, docteur, vous pouvez nous parler un peu du géotourisme au Sénégal? Quelle est la situation actuelle du géotourisme au Sénégal en relation avec vos travaux vraiment extrêmement importants que vous avez réalisés
je pense, sur Dindéfelo. Voilà, donc au Sénégal, par rapport à mes travaux et par rapport aux travaux qui sont liés à l'État, après ma thèse, effectivement, qui a été soutenue, une partie de ma thèse, bon, je précise, c'est une thèse de sédimentologie, mais les sites rencontrés ont été valorisés à la fin. En fait. Maintenant, après, il y a le Sénégal, à travers le ministère des Mines et de la Géologie, a lancé un projet, c'est-à-dire un projet de recensement de l'ensemble des géosites du Sénégal. D'accord. Et c'est pendant ce projet-là que j'ai été coopté comme consultant ou tout simplement le chef de projet responsable. Et la première phase, c'était à Kédougou. Donc c'est à Kédougou que nous avons mené la première phase de recensement de l'essentiel des sites géologiques de cette région-là. D'accord. Et puis nous les avons évalués. Et à partir de cette évaluation est sorti plus de 30 à 45 sites qui méritent d'être valorisés. Et à partir de ces sites-là, maintenant, on verra comment arriver à mettre en place un géoparc, des circuits. Donc cela nécessite effectivement beaucoup d'aménagement, de réflexion. Et à partir de ces circuits-là, effectivement, on peut vendre cette destination de Kédougou et un peu partout ailleurs du Sénégal. On peut vendre ces destinations à partir de ces circuits géotouristiques. Et c'est ce que nous faisons tout le temps avec Géopatrimoine Sénégal Consulting. Je suis le cofondateur de cette structure-là, où nous organisons effectivement des circuits géotouristiques dans la région de Dakar, au niveau du delta du Saloum. Récemment, on était au niveau du delta du fleuve Sénégal, mais aussi vers la région de Kédougou. Donc c'est dans ce sens-là, promouvoir les géosciences, promouvoir les sites géologiques du Sénégal qui ont un intérêt, et ces intérêts-là peuvent être religieux, culturels, économiques, administratifs, etc. Environnemental. Parce que le géotourisme aussi, c'est ça. L'aménagement cherche à quoi? Parce que la géologie est connue par l'exploitation. Le géotourisme utilise la géologie autrement, en utilisant l'aspect esthétique, l'aspect économique, etc., pour vendre les sites. Donc vous n'exploitez pas, mais en quelque sorte, vous arrivez à participer au développement durable. Donc l'aspect environnemental est fondamental parce que quand vous voulez conserver une biodiversité, par exemple, il vous faut obligatoirement conserver son substrat. Et ce substrat est géologique. Et à partir de ce moment, quand vous arrivez à conserver ce substrat, vous conservez en même temps tous les éléments qui sont liés à ce substrat-là. Et l'environnement, par l'aménagement aussi, ne sera pas oublié. Et du coup, ce secteur de géoparc, de géopatrimoine, de géotourisme devient impératif pour le Sénégal si nous voulons effectivement atteindre nos objectifs dans le domaine de l'environnement et de la conservation d'une manière générale. Félicitations, Dr Youm, pour toutes ces initiatives extrêmement importantes. Alors, souvent quand on parle de géologie, de géotourisme, on pense beaucoup à Kédougou. Qu'est-ce qu'il y a de particulier à Kédougou, étant donné que c'est une zone un peu enclavée? Vous avez parlé vraiment de valorisation, sachant qu'il faut rendre en tout cas ces sites plus accessibles. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier à Kédougou? Mais aussi, est-ce qu'au-delà de Kédougou, vous avez, dans le cadre du recensement que vous avez réalisé, est-ce que vous avez identifié d'autres sites qui pourraient être érigés en site touristique, sous l'angle du géotourisme? D'accord, merci beaucoup. Effectivement, Kédougou est extrêmement important de par sa géomorphologie, par exemple. Parce que c'est à Kédougou que vous avez, par exemple, des reliefs plus ou moins accidentés, tels que des collines, etc. Ce qui est rare pour le reste du Sénégal. Ça, c'est la première chose. Donc, sur le plan géomorphologique, Kédougou est un secteur extrêmement important. Je donne un exemple. Actuellement, dans le monde, il y a beaucoup de concepts tels que géosport, qui est en train d'être valorisés, tels que géomorphologie. Donc ce sont des concepts qui sont en train d'être soulevés. Géosanté, la géologie liée ou bien la santé appliquée à la géologie ou vice-versa. Donc le sport appliqué à la géologie ou vice-versa. Cela vous permet effectivement d'utiliser des sites, par exemple dans le cadre des alpinistes, d'aller en altitude et d'organiser des randonnées pour permettre à des gens, par exemple, obèses, de perdre du poids, etc. Donc ça, c'est dans le domaine de la géosanté. Et la région de Kédougou est excellente dans ce domaine-là, c'est-à-dire des reliefs qui permettent effectivement de mener ces activités-là tout en mettant un circuit de sport. L'autre élément fondamental, ce sont ces cascades. Étant effectivement une zone fortement accidentée, nous avons beaucoup de cascades dans la région de Kédougou. La cascade la plus connue, c'est celle qui se trouve au niveau de la réserve naturelle communautaire de Dindéfelo, où les gens sont en train de faire un travail extraordinaire. Je vais y revenir tout à l'heure. Donc, c'est la cascade de Dindéfelo. Mais rien qu'autour de la cascade de Dindéfelo, il y a 3 ou 4 cascades, telles que la cascade de Pelel, la cascade de Afia, la cascade de Ségou, qui sont des cascades les moins connues, mais qui sont spectaculaires. Si vous allez vers... Mais quand vous parlez de cascades, ça renvoie à quoi? On ne parle pas uniquement à des géologues. Voilà, les cascades, en réalité, ce sont des parties d'une zone où vous avez de l'eau qui chute, en fait.
Donc vous avez une chute d'eau et en bas vous avez une sorte de piscine où les gens peuvent aller se laver, voilà, en tout cas passer de bons moments tels que des vacances, tels que des sorties, etc. En tout cas des moments de détente au niveau de ces zones-là. Donc ce qui est spectaculaire. Et en plus, au-delà de la zone de Dindéfelo, vous avez au niveau de Fongolembi, qui fait partie des zones les plus éloignées du Sénégal, où vous avez plusieurs cascades, parmi lesquelles la cascade de Lombel, par exemple, la cascade de Fongolembi, etc. Ces cascades-là sont spectaculaires et ce sont purement des cascades. Non seulement ça joue un rôle fondamental sur le plan écologique, parce que dans ces zones-là, ça permet à beaucoup d'animaux de vivre, parce que vous avez des forêts-galeries, mais aussi des moments de détente, et ça permet aussi de valoriser le tourisme, parce qu'il y a des gens qui viennent un peu partout de par le monde pour venir visiter ces sites-là, parce que tout simplement, ce sont des sites qui sont spectaculaires. Donc sur ce plan, la région de Kédougou est fondamentalement voilà, la région cible. Et d'ailleurs, le site pilote que nous avons pris avec le ministère des Mines et de la Géologie, c'était la réserve naturelle communautaire de Dindéfelo, où le Sénégal est en collaboration avec l'université de UELVA, d'accord, qui est représentée par Muriel Basile, Elena et un de mes collègues avec qui je travaille beaucoup dans le domaine de la sédimentologie et de la valorisation, c'est Juan Antonio Morales. Mais au niveau toujours de cette réserve-là, les gens sont en train de travailler de telle sorte que beaucoup de choses sont mises en place. Par exemple, il y a un centre d'accueil qui est mis en place. Il y a un lithothèque qui est en place, c'est-à-dire les roches que vous rencontrez au niveau de cette zone, c'est comme une bibliothèque au fait. D'accord, il y a des panneaux qui sont mis en place pour orienter, voilà, montrer les sites. Donc tout ça, c'est en collaboration avec la commune de Dindéfelo, dont le conservateur c'est M. Silla, l'université Cheikh Anta Diop, représenté par moi-même, le ministère des Mines, qui est représenté par Dr Roque Sambadien, mais aussi l'université de UELVA, qui est représentée par voilà, les gens que j'ai cités tout à l'heure, surtout Muriel Basile. Merci beaucoup, docteur Cheikh Ibrahim Youm. Je rappelle en tout cas à nos abonnés de la plateforme Parlons Sciences que je reçois aujourd'hui un enseignant-chercheur du département de géologie de la faculté des sciences et techniques, docteur Cheikh Ibrahim Youm, qui est en train vraiment de nous édifier sur cette notion de géotourisme. Et heureusement, docteur, que les autorités aujourd'hui ont commencé à penser vraiment à ce domaine d'intérêt important pour le pays. Et vous êtes parmi vraiment les pionniers dans ce pays. Merci. Voilà, en tout cas, nous vous en félicitons vivement. Merci. Alors, cela nous permet de faire une transition, parce qu'on a parlé de Kédougou, mais aussi au Sénégal, on parle beaucoup de ressources minières. Hein. On parle beaucoup de ressources minières et il y a un tintamarre autour de ça. Alors, vous en êtes en tout cas parmi les experts dans ce pays. Si vous avez à nous définir ce qu'est une ressource minière, hein, et c'est quoi le potentiel minier au Sénégal, hein, que pourriez-vous nous dire par rapport à ça, docteur? Voilà, avant de passer sur les ressources minières, je voulais juste revenir un peu dans le cadre de ce que nous sommes en train de développer comme projet, c'est-à-dire le géotourisme. Vous m'aviez posé tout à l'heure la question de savoir est-ce qu'il y a d'autres sites. Je donne des zones au fait. Si vous prenez le cas du delta du Saloum, c'est un site parfait pour développer le géotourisme. Parce que le tourisme est déjà développé dans cette zone. Mais quand vous venez avec des guides qui expliquent aux touristes qu'est-ce qui se passe, ils leur expliquent tout simplement sur le plan culturel, sur le plan écologique, etc., sur le plan biologique, mais sur le plan géologique, on n'arrive pas à expliquer, par exemple, à un touriste comment, par exemple, telle île s'est mise en place, dans quel contexte. D'accord, là, c'est le géotourisme, c'est la géologie qui doit répondre à ces questions-là. Et pour ce faire, il faut une formation des guides dans le domaine de la géologie. D'accord, ce sont des guides peut-être qui ne sont pas des experts, mais qui sont capables de comprendre certains phénomènes. Et à partir de là, il faut créer des guides pour former effectivement ces gens qui sont dans le domaine du tourisme. Et cela va leur permettre effectivement, par exemple, une fois arrivés au niveau du monument de la Renaissance, de parler du monument, de parler des aspects culturels, des aspects traditionnels, mais aussi de parler des aspects géologiques. Pourquoi le monument est érigé ici et pas au niveau d'un autre endroit? Quelles sont les roches qui sont là-bas? Pourquoi ces roches, pas d'autres roches? Comment ces roches-là se sont mises en place? Ça aussi, ça fait partie de l'histoire et ça fait partie d'un patrimoine. Et c'est dans ce sens que le géopatrimoine intervient pour compléter ce qui existe déjà. D'accord? Parce que souvent, dans le domaine de la conservation, on oublie ce patrimoine-là. Et puis, les ressources minières. Donc, effectivement, le Sénégal fait partie des pays les plus miniers, d'accord, d'Afrique d'une manière générale. Donc depuis, les découvertes ont commencé depuis très longtemps, que ce soit dans le domaine des ressources minérales, que ce soit dans le domaine des ressources énergétiques, le Sénégal est bien doté.
Et le Sénégal est contextualisé sur le plan géologique en 3 zones. Premièrement, c'est le socle, ce que nous appelons le socle, ce sont les roches les plus anciennes, et essentiellement des roches magmatiques et métamorphiques, qui se trouvent toujours dans la région de Kédougou, d'où encore l'importance de la région de Kédougou. Deuxième élément, c'est un bassin, le bassin le plus ancien au Sénégal, se trouve aussi au niveau de la région de Kédougou. Et d'ailleurs, les montagnes du Fouta Djallon font partie de ce bassin-là. Troisième élément, c'est tout ce que vous connaissez actuellement, c'est le bassin sénégalo-mauritanien. C'est un bassin qui englobe à la fois le Sénégal, la Mauritanie, la Gambie, la Guinée-Bissau et la Guinée-Conakry. Donc c'est un bassin transfrontalier, comme la géologie n'a pas de frontières. D'accord. Donc ce bassin-là est extrêmement riche en ressources minérales et énergétiques, en ressources extractives d'une manière générale. Et quand on parle de ressources minérales, je peux donner l'exemple de l'or. Le Sénégal, effectivement, par exemple, en 2020, le Sénégal a exploité plus de 13 tonnes d'or. Donc une quantité considérable en termes d'or, parce que l'or, par exemple, si vous prenez les teneurs en or, ce sont des teneurs qui sont extrêmement faibles dans les roches. Si un pays arrive à en produire 13 tonnes, cela veut dire que la quantité, la production a été au top. Le Sénégal aussi, effectivement, produit beaucoup de phosphate, vers les 1 200 000 et quelques mille tonnes d'accord de phosphate qui est produit tous les ans. Et le phosphate, je vais y revenir tout à l'heure dans le domaine des applications. Le Sénégal produit aussi les minéraux lourds, parmi lesquels c'est le zircon qui est le plus connu. Mais le zircon est un minéral lourd. D'accord. Parmi les minéraux lourds, il y a l'ilménite, il y a plusieurs catégories d'ilménite, plusieurs catégories de zircon, plusieurs catégories de titane, etc., etc. Donc le Sénégal produit tous ces minéraux lourds-là. D'accord, et en quantité, en très grande quantité. Le Sénégal produit aussi des matériaux de construction tels que les calcaires. Donc les calcaires, c'est tout ce que les industries de cimenterie utilisent actuellement pour produire le ciment. D'accord, mais aussi le calcaire est utilisé dans le domaine de la construction comme matériau de construction au-delà du ciment. Donc le Sénégal est extrêmement bien doté voilà. Sur le plan minéral. Sur le plan énergétique, le Sénégal, effectivement, dans ce bassin dont on parlait tout à l'heure, on a des découvertes de gisements d'hydrocarbures tels que le pétrole et le gaz, et en très grande quantité, qui sont exploitables et qui peuvent effectivement jouer un rôle fondamental sur le plan économique de ce pays. Maintenant, le reste, ce n'est pas le fait d'avoir ces ressources-là, mais c'est la gestion de ces ressources. Et la gestion de ces ressources, on va en parler. Il y a un paradoxe. Si vous regardez combien la région de Kédougou est dotée en ressources minières, et aujourd'hui, je pense pour le cas du Sénégal, cette région fait partie des régions les plus pauvres. Je pense qu'on reviendra sur la question par rapport à la gestion de ces ressources-là. Mais tout à l'heure, vous avez un peu parlé du potentiel minier. Voilà, en commençant même à citer certaines ressources minérales. Mais aujourd'hui, si on regarde en termes d'exploitation, par rapport à ce patrimoine minier, est-ce qu'il y a si vous avez vraiment à classer les ressources qui sont aujourd'hui actuellement exploitées et celles qui ne le sont pas, est-ce que vous pouvez nous clarifier un peu par rapport à ça? Voilà, donc tout à l'heure, j'ai cité les ressources qui sont exploitées, d'accord, telles que l'or, le manganèse. Et le Sénégal a du manganèse qui est exploité aussi. Ça, même le rapport de l'ITIE 2020 le souligne avec une quantité assez considérable en manganèse. Donc les gens n'en parlent pas souvent. Mais ce qui reste et qui n'est pas exploité, et ce qui reste qui n'est pas connu, est beaucoup plus grand que ce qui est connu et qui est exploité. Ça, c'est sûr. Et même parmi ce qui est exploité, par exemple l'or, chaque année, il y a des découvertes chaque année ou quelques années, vous avez des découvertes de nouveaux gisements. Donc, par exemple, actuellement, à Mako, il y a un gisement, dans la région de Kédougou, il y a un gisement d'or qui est en train d'être exploité. Et d'autres sites, d'autres permis qui sont octroyés et dont les recherches sont en cours. Donc là, vraiment, maintenant, ce qui n'est pas exploité, par exemple, le fer. Le fer de Falémé, c'est du fer qui existe effectivement en gisement de classe mondiale, mais qui ne peut pas être exploité actuellement. Pourquoi? Parce que c'est lié à l'enclavement de la zone, ça c'est la première chose. C'est pourquoi les voies ferroviaires sont extrêmement importantes dans un pays. D'accord. Et puis, non seulement il y a l'enclavement, il y a l'éloignement du site, mais aussi il y a la technique et tous les éléments qu'il faudra mettre en place pour pouvoir commencer l'exploitation. Et comme le fer, il y a beaucoup d'autres sites qui sont comme ça au Sénégal, dont l'exploitation n'est pas encore. Le reste, c'est la connaissance de la géologie que nous avons. Cette connaissance est insuffisante parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de recherches à faire. Il faudra que quand même les écoles de formation, que ce soit les universités, s'impliquent davantage dans cette recherche-là pour aller plus loin, que la recherche soit beaucoup plus appliquée qu'elle ne soit fondamentale.
Merci beaucoup. Et vous avez parlé de l'exploitation. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des Sénégalais qui sont impliqués au premier plan dans cette exploitation? Je pense qu'on y reviendra quand on parlera de la gestion, mais ce serait bien de nous parler. Est-ce que, voilà, dans cette exploitation, il y a des Sénégalais ou bien les Sénégalais, voilà, sont impliqués, mais en second rôle, en fait? Voilà. Oui, en fait, d'une manière générale, si vous faites le bilan, les Sénégalais sont impliqués comme second rôle, en fait. Par contre, il y a d'autres qui essaient quand même de mettre quelques jalons, de mettre quelques entreprises en place, mais ce sont des entreprises de relais. D'accord, il n'y a pas une société très puissante sénégalaise, par exemple, qui est dans le domaine, je pense, dans le domaine de la cimenterie, par exemple. D'accord. Bon, si ça existe aussi, je ne sais pas, l'État peut-être a des pourcentages, mais ce n'est pas une société purement sénégalaise dans ce domaine. On n'a pas une société purement sénégalaise capable d'exploiter, par exemple, l'or au niveau de Kédougou. S'il en existe, ce sont des minorités, peut-être c'est une société. Il n'y a pas une société sénégalaise capable ou bien qui exploite actuellement le zircon. Et par conséquent, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez des multinationales qui viennent, qui exploitent, et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir des économies extraverties. Donc tout ce que vous allez avoir à partir de vos ressources, vous n'allez avoir que, par exemple, des pourcentages. Et le reste, plus de 90%, parfois 60%, parfois 50% part à l'étranger. Donc vous n'avez pas, en quelque sorte, un impact sur la vie sociale, sur le développement de votre pays. Et c'est là que les Sénégalais doivent être vraiment entrepreneurs. Doivent entrer dans l'entrepreneuriat. Même si nous ne pouvons pas chercher, nous ne pouvons pas exploiter, que l'on arrive à mettre en place des industries puissantes dans le domaine de la transformation dans le domaine du transport et dans le domaine de la distribution. Et c'est ça vraiment l'avenir que nous avons. Si nous ne pouvons pas aller chercher le pétrole à l'intérieur, au moins quand le pétrole sera à la surface, qu'on soit capable d'avoir des entreprises qui vont gérer par exemple le stockage du pétrole, qui vont gérer le transport du pétrole, qui vont gérer la transformation de ce pétrole et la distribution de ce pétrole. C'est un peu ce que la SAR est en train de faire et d'autres structures, mais c'est insuffisant par rapport à ce qui doit venir ici. Ça veut dire, docteur Youm, il faut renforcer la formation, il faut renforcer également ou bien encourager l'entrepreneuriat. Voilà. La formation dans ce domaine, parce que nous, d'habitude, on forme, mais bon, on forme des gens qui doivent être employés, mais on ne forme pas des employeurs. C'est-à-dire, à l'université, tu as tous les éléments nécessaires, peut-être, pour intégrer une entreprise, mais tu n'as pas tous les éléments nécessaires pour sortir, dire que je ne vais pas intégrer une entreprise, mais moi, je vais créer mon propre entreprise. Et c'est là la différence, au fait, l'entrepreneuriat. Il y a des jeunes qui le font, comme par exemple, vous êtes en train de faire la promotion de la science. Peut-être d'autres jeunes peuvent faire autre chose ailleurs. Et cela, c'est la convergence de ces éléments et la vulgarisation de ce que nous avons ici, mais surtout le patriotisme par rapport à ce que nous produisons. Absolument. Qui va nous permettre effectivement d'aller de l'avant. Si tel n'est pas le cas, on restera toujours éternel employé, éternel 10%, donc éternel sous-développement. Absolument. Si on veut sortir de ce sous-développement-là, il faut obligatoirement que la formation soit fixée sur la transformation et sur la maîtrise. Parce qu'ailleurs, les gens, dès l'école secondaire, etc., on vous apprend à entreprendre. On vous laisse voyager, vous allez un peu partout, vous regardez ce qui se passe et vous revenez avec un projet bien ficelé. Ici, malheureusement, on n'a pas ce cas-là, mais on doit travailler dans ce sens-là. Tout à fait, ça veut dire que ça implique en tout cas la question du leadership, hein, la question de l'accompagnement, la question de la disponibilité des financements, mais aussi la question de la formation en matière d'entrepreneuriat. Je pense que ces notions que vous venez en tout cas de citer sont d'une importance capitale pour qu'on puisse aller vers ça. Parce que transformer, être dans la distribution, je pense qu'on peut avoir des Sénégalais qui vont très tôt s'investir dans ça et je pense que ça ne pourrait être que bénéfique pour le pays. Alors, docteur, on était en train de parler des ressources minières, hein, des ressources minières. Alors, si aujourd'hui on avait à parler des applications, du domaine d'intérêt, on exploite. Pourquoi on exploite? Voilà, hein? C'est ça. Voilà, et peut-être je l'ai oublié tout à l'heure, docteur Youm l'a dit tout à l'heure, le secteur privé sénégalais est interpellé. Hein, le secteur privé est interpellé parce qu'il y a de ces entreprises qui nécessitent vraiment l'intervention du secteur privé, mais un secteur privé qui est accompagné par un État qui est prêt pour que les choses en tout cas avancent. Et nous espérons que les autorités vont entendre vraiment la pertinente intervention de Dr Youm et ses éclairages par rapport à ces questions-là. Donc on revient vraiment aux applications.
aux différentes applications des ressources minières. Effectivement. Voilà. Bon, c'est ça aussi, les ressources minières. Il y a l'existence de ces ressources, ça on n'en convient pas. Il y a la possibilité de les exploiter parce que les techniques existent, les entreprises peut-être étrangères sont là, peuvent exploiter, mais aussi les entreprises. Je veux souligner aussi les entreprises sénégalaises sont plus efficaces dans le domaine des carrières. Là-bas, il y a beaucoup d'entreprises sénégalaises, effectivement, qui s'activent. Moi, j'en connais pas mal. Mais dans les autres domaines, quand même, nous sommes très en retard. Maintenant, quand on exploite jusqu'à ce que ça arrive, on exploite, on extrait et tout est là, la question qu'on doit se poser, qu'est-ce qu'on doit en faire? C'est-à-dire, la ressource que j'ai ici, le pétrole que j'ai et qui est exploité, qu'est-ce que je dois en faire? Ou bien, si j'exploite le pétrole, qu'est-ce que je dois en faire? Et c'est là d'où l'introduction des modules tels que la géologie économique, elle est extrêmement importante dans la formation d'un géologue, dans la formation d'un minier ou d'un pétrolier. Pourquoi? Parce que la géologie économique, c'est cette géologie qui te permet de te projeter d'ici 10 ans, d'ici 15 ans, d'ici 50 ans, comme ça se fait ailleurs, parce que tout est question de prix, tout est question de tonnage, tout est question de teneur. Parce que tu ne peux pas avoir ton pétrole et le vendre n'importe quand. Il faut savoir exactement quel est le moment propice pour vendre ce pétrole pour gagner au max. Il faut savoir quel est le moment propice pour exploiter le maximum et vendre et pour gagner au max. Là, c'est l'économie qui le fait. Et d'ailleurs, dans le cadre de cette gestion-là, je pense que c'est une gestion qui doit être multidisciplinaire. Il y a les environnementalistes qui doivent être là, les biologistes qui doivent être là, mais surtout les économistes, les financiers, etc. C'est ça, une réflexion coordonnée qui permettra effectivement d'arriver à un certain niveau. Si tel n'est pas le cas, on restera toujours en rade parce que les autres sont très en avance. Ils savent exactement d'ici 50 ans comment ils vont vendre le pétrole qu'ils sont en train de nous. L'autre élément, quand on exploite, on peut choisir de vendre le brut. Mais comme je l'ai dit souvent, quand vous vendez le brut, vous vendez des emplois. Pourquoi? Parce qu'à partir du brut, vous avez une industrie de transformation qui est là. Et c'est une chaîne. Si vous ne pouvez pas maîtriser toute la chaîne, maîtrisez au moins la chaîne de la transformation. Et à partir de là, vous créez des emplois en transformant, vous créez des emplois pour la production, vous créez des emplois pour le transport, vous créez des emplois pour la distribution, pour le stockage, etc., etc. Et c'est à partir de ce moment que ce que vous exploitez ou vous transformez aura un impact parce que chaque emploi est un impact positif sur l'économie d'une société. Et c'est vers là qu'on doit aller. Et pour le faire, il faut former. Maintenant, souvent les gens disent, quand tu parles des ressources minières, on parle que de géologues. Non, parce que dans le domaine de la transformation, c'est plus les physiciens, c'est plus les chimistes, c'est plus les généticiens qui vont intervenir dans le domaine de la transformation d'une manière générale. Donc le géologue, lui, il fait un travail, mais le reste, effectivement, c'est les autres aspects de la science que nous avons, par exemple, au niveau de la faculté des sciences. Tout à fait. D'accord. Donc toute la faculté des sciences, avec les départements que nous avons, devrait, par exemple, avoir comment ça s'appelle encore, des possibilités de discuter, d'accord, sur de grands projets, sur de grands masters, former des gens qui sont capables effectivement d'intégrer, que ce soit sur le plan transformation et tous les autres plans, que ces gens-là puissent intégrer le marché et qu'on leur permette effectivement d'arriver à ce niveau-là. Tout à fait. Donc c'est ça l'avenir de l'enseignement au Sénégal. Merci beaucoup vraiment, Dr Youm, pour tous ces éclairages. Et ça revient un peu à la notion de transdisciplinarité. Voilà, c'est ça. La notion de D'ailleurs, j'en profite pour remercier effectivement le comité qui a été mis en place, que vous pilotez d'ailleurs dans le cadre de l'association des jeunes chercheurs de la faculté des sciences. Et moi, j'étais ébahi de voir que tout ce que je fais et qui me manque, d'accord, j'avais des collègues à proximité dans la même sphère de travail qui pouvaient m'apporter des choses. Par exemple, dans le domaine de la chimie, je fais de la géochimie, mais il y a des éléments que je n'arrive pas à comprendre, ou bien les approches ne sont pas les mêmes. Et ce sont ces échanges-là qui nous permettra effectivement de porter le flambeau plus haut. Et voilà, merci à tous les collègues qui étaient présents et à vous qui avez organisé cette rencontre-là. Merci. Merci beaucoup également, Dr Youm, parce que vous me permettez même de remercier de passage vraiment tous les collègues et camarades qui étaient présents à cette belle rencontre au niveau de la faculté des sciences et techniques. Et je pense que vous aussi, votre intervention a été d'une pertinence inouïe. Et je sais que beaucoup vont tirer de vous, de votre expérience, de vos thématiques de recherche qui sont importantes, très très importantes, surtout dans le cadre du géotourisme dont vous avez parlé, qui implique même les élèves. Parfois, inviter, organiser des excursions sur ces sites-là pour permettre, en tout cas, aux élèves de mieux aimer, en tout cas, cette matière qu'est la géologie. Docteur, peut-être par rapport aux applications,
Vous avez commencé à citer quelques exemples d'applications, mais par exemple du zircon, qu'est-ce qu'on peut faire? Avec le cuivre, qu'est-ce qu'on peut faire? Avec voilà, le fer, qu'est-ce qu'on peut faire en termes de transformation pour juste voilà, inciter des ambitions, quoi. Effectivement, c'est ça. Si vous prenez le cas du zircon, par exemple, il y a deux applications qui sont très simples. Si on parle, par exemple, de l'énergie nucléaire, un peu, c'est l'utilisation, par exemple, de l'uranium pour la production d'énergie. Si vous prenez un pays tel que la France, c'est un pays qui a beaucoup de centrales énergétiques et qui produit beaucoup d'énergie à partir de l'uranium, par exemple. D'accord? Maintenant, dans les centrales nucléaires, vous avez les installations. Au niveau de ces installations, vous avez besoin effectivement d'activer votre uranium pour arriver à produire de l'électricité par fission, etc. Maintenant, les éléments, si je peux les appeler comme ça, les bols ou bien les tubes dans lesquels cet uranium-là va subir toutes les transformations par désintégration et tout, c'est le zircon, parce que le zircon a cette grande capacité de résistance. D'accord, jusqu'à 1200 degrés Celsius, le zircon est là, intact, alors que les autres métaux, les autres éléments ne peuvent pas le faire. Et même, parfois, les gens parlent de zircon comme étant un élément qui a presque les caractéristiques du diamant en termes de dureté. Premièrement. Deuxième élément, il suffit juste d'aller en ville, vous regardez toutes les verreries, d'accord, que vous voyez extrêmement jolies comme ça, bien ornées, etc. C'est le zircon qui est passé par là. Donc, en termes d'application, le zircon joue un rôle fondamental parce que ces verres-là coûtent extrêmement cher, d'accord, sont vendus et je suis sûr et certain que le Sénégal les importe pour pouvoir les utiliser dans le bâtiment. Ah ben, imaginez que nous ayons par exemple une entreprise ou bien tout simplement une industrie capable de produire ces verres-là à partir du zircon parce que nous avons un gisement de zircon de classe mondiale. D'accord? Donc nous produisons beaucoup de zircon et beaucoup de minéraux lourds que nous pouvons utiliser dans ce domaine-là. Par exemple, même si nous n'avons pas l'industrie nucléaire, on peut effectivement dans le domaine de la verrerie. Le phosphate? Le phosphate, effectivement, c'est pareil. Pour le phosphate, il y a la production de verre. Par exemple, les tasses que nous utilisons pour le petit déjeuner, consommer du café, beaucoup de tasses proviennent effectivement de ce phosphate-là. Il y a les engrais qui sont là, qui proviennent de ce phosphate et d'autres applications que vous pouvez, même si vous regardez le Sénégal, les zones où vous avez, ce qui sont des zones phosphatières, ce sont des zones agricoles extrêmement importantes. Tout à fait. Voilà. Le basalte? Le basalte aussi, on utilise le basalte par exemple par concassage pour ceux qui construisent, vous connaissez bien, ce qu'on appelle les bétons de couleur noire là, donc en termes entre guillemets, ce que nous appelons béton. D'accord, les gravats, les granulats, etc. de basalte. Donc vous allez vous acheter des camions pour venir construire. Donc c'est un matériel de construction extrêmement important. Absolument. Le basalte. Le pétrole et le gaz? Le pétrole et le gaz, les applications sont énormes. Voilà. D'accord, pour le pétrole, il y a d'abord la production par raffinage des carburants. Ça, c'est la première chose, donc telle que l'essence, le gasoil, etc. Mais surtout, après le raffinage, il y a une autre industrie qu'on peut mettre en place, c'est l'industrie de la pétrochimie. C'est tout ce qui est transformation du naphtha et certains hydrocarbures légers, certains gaz. Et qu'est-ce qu'on peut produire avec cette industrie pétrochimique? Les pneus de voitures, les caoutchoucs, les plastiques, tout ce que l'on utilise d'une manière générale, tels que les lubrifiants, la graisse que l'on met au niveau des roulements des voitures, les lubrifiants, les lipolèbres que les dames utilisent, les habits, l'habillement, tel que le cas des nylons. D'accord, donc vraiment il y a une gamme importante de transformation. Les marnes? Voilà, pour les marnes, par exemple, l'application la plus simple, ce sont les poudres de bébé. Au fait, je parlais du talc. Le talc, l'application la plus simple, ce sont les poudres de bébé. C'est pourquoi quand vous regardez les poudres, c'est très soyeux. Voilà, vous l'utilisez pour... Voilà. Donc là, par exemple, c'est le talc qu'il utilise. Pour les marnes aussi et les argiles, que vous prenez les argiles, d'accord, on l'utilise dans beaucoup de domaines, parmi lesquels l'industrie pharmaceutique et dans le domaine du traitement de la peau, etc. etc. Le fer? Le fer, bon, dans les constructions. Dans les constructions et tout. Par exemple, si nous prenons notre studio, il y a tout ce que nous voyons, les supports et tout, c'est en fer. C'est le fer qu'il donne. Ce n'est pas comme ça que ça sort, mais il faudra récupérer la roche, extraire le fer qui est à l'intérieur, utiliser des chambres ou bien des fours extrêmement élevés pour transformer ce fer en liquide et en faire tout ce que vous voulez. C'est comme l'or aussi. L'or est important
effectivement des applications pour l'or. Pourquoi? Parce que quand vous avez une quantité d'or qui entre dans le circuit de la transformation à l'intérieur de votre pays, ça permet à vos orfèvres effectivement d'accéder à cet or-là. Et à partir de cet accès-là, les orfèvres peuvent faire tout ce qu'ils veulent. D'accord, produire tous les éléments tels que les bijoux, les chaînes, etc. et les vendre d'abord à l'intérieur du Sénégal, mais aussi exporter ces produits qui sont des produits locaux, des produits traditionnels même parfois, mais qui peuvent aller vraiment être vendus ailleurs d'une manière extrêmement chère. Le cuivre? Bon, pour le cuivre, par exemple, les fils. D'accord, à l'intérieur, quand vous coupez les fils, vous voyez que voilà, c'est du cuivre qui est à l'intérieur. Parce que le cuivre, c'est un matériel conducteur qui permet de conduire l'électricité, etc. Les fils là, quand vous coupez, vous voyez soit c'est de l'étain, soit c'est du cuivre. C'est un conducteur extrêmement important qui est utilisé dans l'industrie de l'aviation, qui est utilisé dans l'industrie qui produit les véhicules là, d'accord, qui est utilisé aussi dans l'industrie de tout ce qui est production et transport d'énergie. Les latérites? Les latérites, pour la construction des routes, par exemple, au Sénégal, on n'achète pas de latérites, heureusement, parce que nous avons des latérites que nous utilisons pour construire nos routes. Et là, c'est un atout. Imaginez qu'on devait acheter les latérites en Guinée ou au Mali, ce serait importer quelque chose que vous avez déjà. Donc, quand vous avez, même le basal, c'est comme ça, parce que quand les éléments sont disponibles, il faut les exploiter, il faut les utiliser à bon escient. C'est ça. Avec les latérites, il y a tout en fait. Et même, il y a des croûtes latéritiques qui sont riches en fer où on peut extraire du fer. D'accord, pour la production, comme les gisements de fer. Par exemple, si vous prenez le cas du Burkina, ils ont des croûtes latéritiques paléoprotérozoïques, je pense, oui, en tout cas qui sont très anciennes. Ces croûtes latérites-là sont exploitées pour extraire le fer. D'accord, donc les latérites aussi, comme vous le voyez, sont des matériaux de construction. Et le diamant? Le diamant, bon, au Sénégal, on a des traces. Les diamants qui sont connus sont au nombre de 7, mais ce sont des diamants alluvionnaires qui sont retrouvés essentiellement tout au long du cours d'eau du fleuve Gambie et du fleuve Sénégal. C'est-à-dire que peut-être ce sont d'autres roches qui se trouvent par exemple en Guinée, qui sont traversées par l'eau, érodées et transportées. Par contre, il y a des roches susceptibles de contenir du diamant, mais ce n'est pas encore prouvé. Mais le diamant, voilà. Les scientifiques comme vous sont en train de mener des travaux vraiment pour explorer ça. Oui, effectivement, par exemple, au département de géologie, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur le socle, qui font ce travail-là d'une manière extraordinaire, qui font des publications. Mais je ne suis pas sûr que ces publications, la population s'approprie de ces publications ou bien les investisseurs, etc. Ben, il y a beaucoup de documents qui sont produits tous les ans dans ce domaine-là de la recherche et qui donnent des informations capitales dans le domaine des ressources minières d'une manière générale. Vraiment, docteur Cheikh Ibrahima Youm, merci encore une fois. Merci encore une fois pour cette connaissance grotesque que vous êtes en train de livrer sur le plateau de la plateforme Parlons Sciences. Vous êtes enseignant-chercheur, vous enseignez, vous êtes également dans la recherche. Aujourd'hui, vous êtes également aussi dans le service, dans la mission de service public de l'université. Alors, tout ce que vous venez de dire, je suis sûr et certain que les Sénégalais qui suivent certainement vont être mieux conscientisés, vont avoir des informations qui pourraient vraiment leur, en tout cas, beaucoup servir à ces Sénégalais-là par rapport à leur en tout cas intervention, mais aussi par rapport aux idées qu'ils pourraient développer en termes d'entrepreneuriat, mais aussi en termes de développement. Alors, mais docteur, avec toute cette manne minière, ou bien avec toutes ces ressources minières que vous avez citées, que le Sénégal dispose, aujourd'hui, on est à ce niveau de pauvreté, de sous-développement. Alors, ça veut dire qu'au niveau de la gestion, il y a des problèmes. Selon vous, est-ce que vous avez en tout cas une analyse par rapport à la gestion de ces ressources dans ce pays-là? Oui, effectivement. Bon, d'une manière générale, si vous prenez l'Afrique d'une manière générale, bon, si on se dit la vérité, la gestion elle est catastrophique. Par contre, il y a des pays qui sont plus organisés que d'autres, ainsi de suite. Mais dans le domaine de la gestion, je vais laisser à ceux qui sont capables de l'analyser. Mais moi, je vais aller dans l'autre sens, c'est-à-dire des faits concrets, ce que l'on observe sur le terrain. Si vous prenez en termes de régions minières, la région de Thiès et la région de Kédougou, ce sont les régions les plus minières. Mais je pense aussi que ce ne sont pas les régions les plus développées du Sénégal. Surtout la région de Kédougou fait partie au moins des 2 ou 3 dernières régions qui sont les plus pauvres. La région de Thiès aussi, c'est pareil. Moi, je ne sais pas, en fait, le problème se trouve où. D'abord, il y a
tout ce qui est en train d'être théorisé actuellement en termes de contenu local, en termes de responsabilité sociale des entreprises, en termes de redistribution des richesses, etc. Bon, ce sont des concepts qui sont là, mais est-ce que ce sont des concepts qui sont appliqués? Là, je ne suis pas sûr. Voilà. Maintenant, à Kédougou, il y a des efforts qui sont en train d'être faits. Il y a la route, par exemple, Salémata qui a été faite, etc. Mais sur le plan social, d'accord, sur le plan de la vie sociale, les individus qui vivent dans cette région ne sont pas aussi contents que ce que nous pensons que cela soit. Alors que c'est la région qui nous procure tout ce qui est or, tout ce qui est manganèse, tout ce qui est... Voilà. Donc ça aussi, c'est un problème. Et ce problème-là se situe d'abord au niveau de l'État. Parce que si ce sont des entreprises qui respectent leurs engagements par rapport à l'État, la redistribution des richesses revient à l'État. C'est à l'État, après avoir reçu une somme par le Trésor public, doit savoir qu'effectivement cette région-là, même si les autres régions font partie, la région de Dakar par exemple doit être servie, la région de Kaolack doit être servie. Parce que ce sont les ressources du voilà, Sénégal. ce sont les ressources du Sénégal. Tout à fait. Par contre, il faudra quand même qu'il y ait des politiques de développement de cette ville-là. Parce que si on ne le fait pas, à la fin, les gens vont se dire, mais à quoi nous servent nos ressources? Si ce n'est pas pour détruire notre environnement, si ce n'est pas pour nous rendre beaucoup plus pauvres, parce qu'on a fait la remarque aussi, ce sont les zones d'exploitation qui sont les zones les plus pauvres. Et là, ça pose un énorme problème de gestion en termes des retombées provenant. Soit c'est la gestion, aussi les contrats que nous signons, ce sont des contrats que nous pouvons toujours revoir et améliorer. Voilà, parce qu'il ne faut pas depuis 1960 aussi continuer à signer les mêmes contrats qui n'ont aucun sens. Voilà. Et puis, on ne doit pas signer un contrat d'exploitation un peu partout. Et étant un géopatrimonialiste, moi je vois que par exemple, si vous prenez le cas de l'unique désert à l'intérieur du Sénégal que nous avons, c'est Lompoul. Lompoul doit être exploité pour la production de zircon. Mais que nous a apporté la production de zircon au Sénégal? Ça, c'est un bilan qu'il faut faire. Et puis, quand vous détruisez Lompoul pour une exploitation, mais quel est l'impact sur la vie sociale, sur la vie économique? Parce que Lompoul est un site touristique. Les gens ont développé effectivement des activités touristiques. Ils ont développé des restaurants, ils ont développé des zones d'accueil et tout. C'est le seul désert où vous avez, qui est exceptionnel au Sénégal, mais c'est ce désert-là qui doit être exploité pour produire du zircon. Je ne sais pas où est-ce que ça ira. Lompoul, au-delà d'être une zone désertique, c'est une zone agroforestière, c'est une zone biologique, écologique, etc., qui est là, qui est à notre disposition, mais qui doit disparaître les années à venir. Tout à fait. Même si on nous parle de reconstitution, on nous parle de refaire les sites, tout ça, c'est une très bonne chose, mais je pense que le naturel est toujours mieux. Parce qu'il y a de ces sites-là, je pense qu'il ne faut pas les toucher, il faut juste les laisser. Tout à fait. Donc ça veut dire, docteur Cheikh Ibrahima Youm, que de la même manière qu'on parle d'états généraux de l'éducation, d'états généraux de l'enseignement supérieur, d'états généraux de tel volet, je pense que ce serait bien que l'État du Sénégal organise une évaluation nationale de la gestion des ressources minières dans ce pays. Et inviter vraiment tous les experts comme vous pour que vous puissiez vraiment, en tout cas, clarifier davantage par rapport à cela. Parce qu'il y a la notion du patriotisme qu'il faut développer dans ça. Parce que c'est ce patriotisme qui peut pousser à une autorité, à un certain moment, de dire il faut arrêter. Alors, on va revoir tout pour permettre à ce pays de pouvoir mieux profiter de cette gestion. Parce que chaque Sénégalais a droit à ces ressources minières-là. Voilà. Alors, donc, vous êtes enseignant-chercheur au département de géologie. Oui, bien sûr. Cette question, c'est pour les jeunes frères et les jeunes sœurs. Qui, en tout cas, se posent beaucoup de questions par rapport à la géologie. Qu'offre la géologie en termes de formation? Quelles sont aujourd'hui les disciplines développées dans la géologie et c'est quoi leur intérêt pour inciter à nos jeunes frères, à nos jeunes sœurs vraiment de mieux aimer cette matière, de se dire qu'il y a un avenir qui peut se faire dans ça, parce que souvent il y a ce manque d'informations-là qui les habitent naturellement. Effectivement, voilà, c'est ça, parce que dans le domaine de la géologie, comme vous le dites, les gens se posent beaucoup de questions. C'est difficile, c'est pas accessible à tout le monde, ou bien tout simplement on n'arrive pas à comprendre, etc. Bon, je vais vous dire que la géologie, c'est la vie de tous les jours. Tout ce que nous faisons tous les jours, les éléments que nous utilisons tous les jours, ce sont des éléments soit qui sont étudiés par la géologie, ou bien soit qui sont produits à partir de la géologie.
Mais maintenant, puisque nous sommes dans le monde d'éthique, nous sommes dans le monde de l'informatique, nous sommes dans le monde des applications spatiales, la géologie vous offre vraiment des opportunités telles que la télédétection. Et d'ailleurs, le meilleur prix du CIM de cette année a été donné à ma sœur géologue, voilà, Ndeye Maram Ngom, qui a gagné le premier prix donc, en utilisant par exemple la télédétection. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle utilise par exemple des sites ou bien en tout cas des éléments par programmation. Donc il y a les maths, il y a les statistiques, il y a tout ce qui est informatique et à partir de là, elle est capable par exemple de surveiller l'exploitation traditionnelle ou hors péage au niveau de la région de Kédougou. Donc à distance, elle ne se déplace pas, à distance avec tous les éléments, elle arrive à surveiller à distance. Donc maintenant, ce qui est le plus important pour la géologie, c'est la géomatique. D'accord? C'est plus ou moins tout ce qui est informatique appliqué à la géologie. Donc c'est ça actuellement que le monde est en train de développer d'une manière extraordinaire. Et là, voilà, vous n'êtes pas obligé d'être seulement géologue, hein. Il y a les géographes qui le font. Voilà, donc c'est juste de l'informatique appliquée à la géologie pour faciliter les tâches que vous pouvez faire. Il y a aussi d'autres phénomènes. Hydrogéologie, d'accord. L'hydrogéologie, voilà, c'est tout ce que vous avez comme science qui vous permet effectivement d'atteindre ou d'étudier des eaux qui sont en profondeur. Donc c'est un domaine extrêmement connu ici au Sénégal avec des experts plus calés. Donc toutes les sociétés de forage que vous voyez, ce sont souvent des forages d'hydrogéologie. Il y a la géophysique, d'accord, qui est plus ou moins connue au Sénégal, mais que vous pouvez développer avec des logiciels à maîtriser, d'accord, des mathématiques, etc. à maîtriser. Donc pour vous dire que la géologie, elle est ouverte. Il y a la géochimie, par exemple, pour le pétrole. Vous ne pouvez pas classifier ou bien connaître votre pétrole sans faire la géochimie de ces hydrocarbures-là, c'est impossible. D'accord? Donc la géologie aussi vous offre ses portes. Mais au-delà de tout ça, il y a les métiers de géologue. D'accord? Le géologue, c'est celui qui fait le terrain, c'est celui qui est capable d'aller chercher les données nécessaires sur le terrain et de venir les donner à des gens qui vont les analyser. Donc le géologue vraiment peut intervenir. Donc, il y a la sédimentologie, c'est ce que nous faisons, l'analyse des bassins. Il y a ceux qui travaillent dans le domaine des zones profondes, par exemple, qui peuvent faire toutes les industries d'extraction d'une manière générale. Et il y a la géotechnique qui est là, tout ce qui est construction, etc. Parce qu'avant de construire une route, par exemple, il faut faire la géologie de cette route, connaître quelles sont les roches, quel est le sous-sol, comment le sous-sol va se comporter si vous mettez l'ouvrage dessus. Ça, c'est la géotechnique. Et puis, il y a tout ce qui est hydrogéologie, sédimentologie, tout ce qui est pétrographie, pétrologie, etc. Et au-delà de tout ça, la géologie, elle est passionnante parce que c'est le terrain. Moi, par exemple, parfois, quand c'est difficile, quand je suis à l'université, je commence à me sentir très fatigué, il faut que j'aille sur le terrain. Et très souvent, c'est la région de Kédougou. Et au retour, quand je reviens avec forme, avec d'autres idées, une autre vision de ce que je suis en train de faire. Voilà. Donc, au-delà de l'enseignement, il y a cet aspect passion qui nous anime, nous tous, hein, et qui nous permet effectivement d'aller. Et la géologie aussi paye. D'accord? Il y a des entreprises qui sont là. Le vrai problème des Sénégalais et des étudiants sénégalais, c'est l'information. C'est-à-dire, tu vois un étudiant qui part jusqu'à la L3, mais il ne connaît pas 10 entreprises de son domaine ici au Sénégal. Tout à fait. Voilà, donc, vraiment, cette information-là passe. Merci beaucoup, Dr Cheikh Ibrahima Yob. Chers abonnés, nous nous excusons, en tout cas de la longueur de l'émission, mais je pense que ça vaut le coup, parce qu'aujourd'hui, il y a ce sérieux problème, en tout cas, de partage d'informations. Les étudiants, souvent, on rencontre des problèmes d'orientation et je pense qu'il valait la peine un peu d'en parler pour vraiment édifier beaucoup de nos jeunes frères et de nos jeunes sœurs qui sont en train de mener les études dans nos universités et qui sont aujourd'hui même à l'international. Merci beaucoup encore une fois, Dr Youm. Merci. On vient de faire le tour de notre questionnaire. Peut-être maintenant, on va faire un petit résumé en Wolof, de 2 minutes comme ça. Oui, vous allez juste résumer l'intérêt du géotourisme et aussi l'importance des ressources minières. Salam alaikum mbokku abonné Parlons Science Sénégal ak mbokku téléspectateur SSTV di leen di sant di leen gërëm ci teewlu bi ngeen di teewlu émission bi tey nag ñu amoon mbégte di dalal ci sunu plateau Parlons Science koo xam ne gëstukat la di jàngalekat ci université Cheikh Anta Diop nekk ca département bu ñuy wax département de géologie di jàngale foofu
nekk ku am taxawaay ci université bi mais aussi ku am taxawaay ci wàllu science ci réew mi mais aussi nekk un patriote boo xam ne vraiment lépp loo xam ne day jëmale kanam réew mi rek mi ngi ciy dugal loxoom ci wàllu clarifier ak xam-xamam donc docteur ñi nga am mbégte tey vraiment dalal la waxtaan bi am na solo ci kàllaama tubaab mais ñu bëgg rek nga tënkal ñu lan mooy solos géotourisme dinañu ko leeralal léegi ak aussi lan mooy solos ressources minières yi rapidement rek après ñu jéem a jeexal émission bi. waaw jërëjëf monsieur Diop donc maa ngi profito ci émission bi di gërëm say téléspectateurs aussi di gërëm ñëpp waa département de géologie ak mes collègues. voilà donc géotourisme moom mooy lan ñun dañu nekk Sénégal mu nekk dëkk bu yaatu dëkk bu neex dëkk boo xam ni fu nekk fi nga juddoo am na lu la fa neex. léegi géologue bi moom lan mooy métier moom mooy ñëw ni la par exemple xur bi wala xeer bi wala par exemple ñu jël benn xeer boo xam ni mu ngi fi yàgg na lool mais ci xeer boobu suñu maam yi am na lu ñu fa doon def xeer bi am na histoire xeer bi am na fu ñu jaar ak moom ñun lan la ñuy wax ñu ne xeer boobu noonu au lieu ñu koy bàyyi ñu koy yàqul affaire dañ koy garder dañ koy sàmm ba nga xam ni nit bu jógee ci bitim réew ñëw fekk fa xale yi nekk ci dëkk bi xale yi mën ko yóbbu foofu waxal ko ci xeer bi nan la fa nekkee lu ko fa andi lan mooy histoire xeer beeg yooyu donc ñun géotourisme loolu la da ngay jël li nga xam ne yow yaa ko moom mu rafet sa dëkk te nekk ay xeer ak yu demee noonu wala ndox te yaa ko moom nga jaay ko bitim réew de telle sorte que ñi nga xam ne ñi ngi nekk bitim réew dinañu mën a xam ni réew mi kat am na lii am na cascade réew mi am na tel xeer réew mi boo fa demee di nga gis li fa gën a rafet loolu day tax nit ñi jóge foofu di passe di ñëw Sénégal te bu ñu ñëwee Sénégal dañuy fay taximaan yi dañuy liggéey parce qu'il faut ñu transporter leen dañuy loger donc ñi nekk ci hôtel yi tamit dañuy liggéey donc dañuy jënd ñi nga xam ne dañuy jaay dañuy liggéey ñi nga xam ne ñoom ñoo leen di yóbbu pour ñu wër site yooyu tamit ñoom dañuy liggéey ñi tuddee guide touristique looloo tax géotourisme am importance te àdduna bi fi mu toll nii surtout la Chine moom la nekk di développer moo tax nit ñi jóge fépp ci àdduna bi di dem Chine demuñu fa pour diine demuñu fu dara mais dañ fa dem pour rafetaay loo xam ni dëkk bi moom moo koy offrir sur le plan loo xam ne lu naturel la yàlla leen ko defal mu nekk ay xeer mu nekk ay xur mu nekk lu mu mën a doon en tout cas ci domaine boobu noonu ci domaine suuf ñoom ñu koy jaay nit ñëw di ko xool ñu leen koy wax di leen ko expliquer nu mu demee. jërëjëf ci wàllu ressource minière. léegi ressource minière mooy lépp loo xam ne rek dañ koy utiliser pour que ñun suñu dund mën a ñu ñongal suñu dund daal en fait. donc ressource minière mën naa ko nattale ci lépp loo xam ne mu ngi ci kër dañ fay tabax boo ko bëggee def il faut nga am suuf il faut nga am xeer yooyu yëpp ci ressource la bokk boo bëggee par exemple sa kër am lumière comme électricité yenn saa yi ñu ne sax facture yi xaw na cher waaye loolu pour nga mën ko gën a ñogal nga gën a mën a am électricité boobu il faut nga am pétrole ci pétrole boobu ngay mën a jox waa Senelec am luñ ci def daal di am luñ ci def ci seen kii dal di produire luñ tuddati électricité nga mën a am say lampe yi tàkk sa télé di tàkk nga mën a en tout cas liggéey ak électricité loolu ressource moom moo koy joxe leneen li moom mooy si ci kër gi yenn saa yi booy ndekki da ngay utiliser ay kaas yi mën na nekk en cause bien sûr mais ak lu mu mën a doon kaas boo mën a utiliser rek ci suuf si la jógee nit daal di am lu mu jaar ak moom ba defar ko yow nga mën ci jariñoo léegi nag li tax ressource minière am solo li tax ressource am solo ci dëkk moom mooy day tax nit ñi ni ñuy dundee seen dund daal di ñu gis ni daal am na yokkute ci seen dund bés boo demee nag ba nga am ressources yu bëri yu mel noonu te amul yokkute ci sa dund moom mooy waral nit ñi ñu bëri di commencer nag di poser des questions di laaj waa ñun li ñu am nii yëpp ak li ñu yàlla cëral nii yëpp fan la ñu jaar te ñun ñu ngi toujours des ginnaaw loolu nag li koy waral moom mooy soit nit ñi ñoo xamul lu ñu moom wala état bi moom moo deful li mu war a def wala entreprise yi nga xam ni ñoom ñooy ñëw di exploiter ñoom ñoo deful li ñu war a def donc dans tous les cas nit ñi war nañu yeewu xam lu ñu moom parce que boo xamul li nga moom tamit doo xam lan li nga ci warloo daal liñ la ci warloo donc état bi buy joxe ñun itam nañu xam lan lay joxe bés bu ñu xamee di état bi di joxe dina tax ñu xam ni moom lan la ciy am ak ñun nan la mën a impacter suñu dund parce que impacter dund moom mooy lan nekkul toujours nga am xaalis mais électricité mën naa gën a yomb tabax par exemple mën naa gën a yomb ciment moins cher du mel noonu oto gën a yomb et cetera loolu moom mooy ressource loolu moom mooy géologie buñ ci arrivé rek sant yàlla bu baax alhamdulilah donc maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp. dëgg la jërëjëf docteur nag bi passé émission bi maa ngi fi dalaloon sa mbokku Halpulaar yow séeréer nga waaye Halpulaar bi docteur Balde bi mu waxtaanee ba pare dama ko wax lu tënk ci benn simili rek.
biochimie bi mu fi doon waxtaane donc yow séeréer nga est-ce que mën nga ñu tënkal rapidement li nga fi waxtaane ci wàllu kii en séeréer. waaw kon mi kaña ɓo Thiès tout même mo ndek Thiès nga ngume kon mi profito mo kaña ɓewnga mo wo ale iñimana ko tum ngo tuwa wiro géologie ren malay iña fo xot nga malay tuux daal que ce soit linaaf nak kutum njàngaaf nak njàng malay tout ça iñu waam mi rew so géologie donc li tax ɗi njàng wo tout simplement parce que ɓoɓ nak lina hay ko soxla ɗi wo malay mo ngami est ce que baaxan pour fo tum nga toox wala fo tum nga xëriñ et cetera aussi naka tawaxa hay ko soxla tawaxi fa naka tawax ni est ce que ndi fa naka kutum min nga ke en wala minon ke en naka wa telena yik bay di malak est ce que telen ndaw nak ko est ce que baaxan wala baaxi donc géologie vraiment wiren iñayam en plus mbok ngi inta funu nga no bu injang se wehen nga oduni donc faka université na femin kutum branche géologie wirata fama un ingénieur géologue femin que liggéey par exemple nga or femin que liggéey nga iña fo dal par exemple femin que liggéey nga côté nang Kédougou côté or côté femin que liggéey aussi côté cimenterie femin que liggéey nga iña en tour que ta wax ay télé que ta wax ay tout donc géologie vraiment ñam donc mi profito nga ma kañ mbok ci ngoto bu ngume bu pande wala bu kok be dal mi kañ be machallah bu kudok mu bu silman voilà yal na ko onatu jam on di du bépp jam inchallah macha allah docteur man dégguma séeréer waaye su ma déggoon séeréer dinaa wax mbokk séeréer yi ne leen jaajëf ndax seen doom ji vraiment fierté la si réew mi fierté la ci fànn yu bari ci wàllu xam-xamam ak ci wàllu taxawaayam ci réew mi di wax également docteur Balde Samba Balde yaa fi ñëwoon làkk fi ay Halpulaar waaye te yaakaar naa docteur Cheikh Ibrahima Youm aussi fayu na li mu fi wax aussi leer na nañ je pense que fi mu toll nii execo ngeen léegi bu ma dalalaatee keneen ñu xool après joolaay maa leen di xaar ak ñëpp rek maa leen di xaar ci émission bi pour que ñu mën a waxtaane lépp docteur jërëjëf xanaa rek nga wax sa mot bu mujj ak man message ngay lancé jeunes yi ak également lan mooy sa parcours parce que tamit yaakaar naa ñi la jàngal tey buñ la dégloo école élémentaire ba nga jaar danañu am fierté collège ba nga jaar danañu am fierté lycée ba danañu am fierté ba tey yàlla dogal ñu jël la ci daara ji gën a mag ci réew mi nga fay jàngale nekk jeune am taxawaay yaakaar naa day baax nga rappeler loolu ak canti kaddu cant ak ngërëm boo am rek boo bëgg a jàllale yaa waaw lu la neex d'accord donc voilà je vais en profiter pour remercier tout le monde remercier d'abord ceux qui m'ont formé à l'université, il y a le professeur El Hadji Sow de l'université et la prof Ezoura Erami du Maroc, mais surtout tout le département de géologie, la faculté des sciences et techniques et toute l'université Cheikh Anta Diop. Donc mon cursus, c'est un cursus qui a été passé essentiellement à Thiès. Donc moi je suis natif de Thiès, natif de Ngoumsan à Thiès. Donc à l'école primaire, voilà, j'ai fait l'école primaire de Ngoumsan au niveau de Thiès, puis après, comment ça s'appelle encore, l'entrée en 6e, j'ai fait l'école Jules Sagnan. Après l'école Jules Sagnan, j'ai fait l'école El Hadji Malick de Thiès. Après le bac, j'ai rejoint la faculté des sciences et pendant ce temps, on faisait sciences naturelles. Et c'est avec voilà, ce parcours-là que je suis arrivé à la maîtrise. Juste à la maîtrise, quand on a eu la maîtrise, on a introduit les masters. Nous avons refait les masters encore. C'est après que je me suis spécialisé dans le domaine de l'analyse des bassins anciens avec le professeur El Hadji Sow et Ezoura Erami. Et c'est là, voilà, la recherche, elle est là, le terrain. J'ai pris le goût du terrain avec ces gens-là, en fait. Et plus tard, voilà, je suis devenu enseignant-chercheur au niveau du département de géologie. Et la jeunesse, moi, je pense que la seule chose qu'il faut vous mettre dans la tête, c'est la patience, dans l'humilité surtout. Donc, l'enseignement, ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Un homme doit se construire. La construction, c'est plusieurs phases. Et pendant ces phases, il faut être très patient, très humble, avoir cette capacité d'écoute, mais surtout être dans l'initiative. Parce que si nous ne sommes pas dans l'initiative, on n'ira nulle part. Tant qu'on croit à ce que nous faisons, c'est sûr que nous allons réussir des choses inattendues. Donc, à l'endroit de cette jeunesse, je crois en vous. Moi, je crois aussi à la perfectibilité de l'homme. L'homme est capable de changer, de s'adapter. Donc, je crois à cette jeunesse sénégalaise, je crois à cette jeunesse africaine.
est sûr et certain, les années à venir, nous allons détenir l'essentiel des éléments qui nous permettront de décoller plus tard. Donc merci à tous et merci à vous, M. Diop, et merci à tous les techniciens qui sont là pour que cette émission-là puisse se passer correctement. Merci. Merci beaucoup, docteur Cheikh Ibrahima Youm, enseignant-chercheur au département de géologie de la faculté des sciences et techniques, expert géologue. Merci beaucoup pour votre intervention très pertinente et votre message si fort à l'endroit de la jeunesse africaine, je vais dire, parce que dans nos universités, ce sont les Africains qui sont dans les universités. Et le message, je sais, va motiver. Parce que comme on a l'habitude de le dire, l'université est un ascenseur social. Docteur Youm a pu prendre cet ascenseur et aujourd'hui, il est arrivé à un niveau en tout cas très appréciable, à un niveau que tout le monde peut apprécier, suite aux efforts qu'il a dû fournir pour vraiment, en termes de recherche de connaissances, en termes de travail acharné pour arriver à ce niveau. Docteur, qu'Allah vous accompagne, qu'Allah vous appuie dans vos thématiques, dans vos travaux, pour que vous puissiez avoir une très belle carrière. Merci. Et nous avons grand espoir en vous. Donc, chers abonnés de la plateforme Parlons Sciences, je vous prie de m'excuser pour avoir tiré à longueur. À un certain moment, vous avez senti des grincements au niveau de la voix. Peut-être c'est la fatigue, je m'en excuse très sincèrement. Alors, je remercie également notre technicien, réalisateur, Papa Gaye. Je remercie également mon jeune frère, Papa Ali Sek, le directeur de la SSCV, pour cette belle collaboration. Je remercie l'équipe de la plateforme Parlons Sciences Sénégal. Je remercie vraiment tous les téléspectateurs de la SSCV et tous les abonnés de la plateforme Parlons Sciences Sénégal. Donc je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un prochain numéro de Parlons Sciences. Merci beaucoup.